Gravure, cette représentation, illustre ce besoin de l'homme d'aller toujours voir ce qu'il ne voit pas, mais d'aller chercher au-delà. Donc vous pouvez, c'est une gravure, disons, du type de ce qu'on faisait à la Renaissance. Mais on n'a pas la date précise de sa fabrication. C'est peut-être une fabrication tardive dans le style de la Renaissance. On ne sait pas trop. Cette gravure, elle a été reproduite pour la première fois dans un ouvrage de Camille Flammarion, qu'il avait déniché, on ne sait pas, à moins que ce soit lui qui l'ait dessiné. Et depuis, elle a été reprise un très très grand nombre de fois dans des ouvrages, parce qu'elle est très significative de l'homme qui cherche à savoir ce qui est au-delà. On voit donc la voûte en courbe, c'est le firmament, et ce personnage qui peut être un magicien, un prêtre, peu importe, un ermite, on ne sait pas, s'éloigne de la terre avec son soleil et sa lune, la végétation, et il cherche à voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il tend la main. Donc lui, il cherche donc un nouveau monde. Eh bien, on va donc faire comme lui. Et alors, je vais appuyer, je pense que c'est là. Non, c'est pas là. Donc, ce sera, bouge pas. Hop. Faut que je me mette en face. Voilà. Alors, les précurseurs de la recherche de nouveaux mondes et de l'imagination qu'il existe d'autres mondes. C'est ça aussi. Eh bien, on remonte à Épicure, ça c'est un philosophe grec. Épicure est un disciple de Démocrite, et Démocrite est très connu pour être celui qui a prédit que le monde matériel est fait d'atomes. Le mot atome, on le lui doit, que le monde est fait de petits objets et que quelle que soit la matière, liquide, gazeuse ou solide, elle est faite de petits grains qu'on appelle atomes. Et donc, c'était une formulation très, très, très forte à cette époque-là. Et alors, Épicure, qui était son disciple, non seulement il était bien d'accord avec son maître, que la matière est faite d'atomes, mais aussi qu'il y a d'autres mondes, que nous vivons sur un monde et qu'il y en a d'autres. Donc la notion d'autres mondes, elle a déjà pris naissance à l'époque grecque. Et puis alors, je fais un saut de 10 siècles, et nous arrivons à Giordano Bruno, c'est l'époque de Galilée, à l'époque où l'héliocentrisme commence à prendre son essor. Et Giordano Bruno, qui est un clerc protestant, il a beaucoup réfléchi le problème, et lui aussi, il affirme, il pense qu'il y a une infinité de terres, de soleils et un éther infini. L'éther, on ne sait pas trop ce que c'était, on imagine un gaz parce qu'on n'imaginait pas qu'il n'y ait rien. Donc on appelle éther la matière qui relie les mondes infinis. Bon, et cette notion d'éther, elle va survivre en astronomie jusqu'au 19e siècle, largement. Bon, là, ce n'est pas l'éther qui nous intéresse, mais ce sont les infinités de terres. Donc vous voyez, Giordano Bruno avait déjà cette idée en tête, c'était une réflexion pure. Et ça lui a valu quand même des gros problèmes avec l'Inquisition, car à cette époque-là, l'Église catholique en particulier ne pouvait pas admettre qu'on change, qu'on modifie ce que l'on avait toujours cru depuis Aristote, c'est-à-dire que la Terre est au centre de l'univers et que le Soleil est un astre qui tourne. Donc, si vous voulez, Giordano Bruno allait contre cette philosophie, et ça lui a valu, le pauvre, ça lui a valu le bûcher. Donc, on peut avoir une pensée pour lui. Descartes, un peu plus tard, nous sommes 2 siècles plus tard, eh bien, a eu une théorie, je dirais un peu filandreuse, il faut bien dire, sur l'organisation de l'univers. Et pour lui, il y avait des systèmes soleil, planètes, qui étaient des systèmes qui existaient les uns à côté des autres, reliés toujours aussi par de l'éther, parce qu'on n'imagine pas qu'il puisse n'y avoir rien. Mais lui aussi, il était partisan d'autres mondes en dehors de celui que nous connaissons. Donc vous voyez, il y a quand même des précurseurs. Non, ça celui-là. Alors,
pourquoi il n'avancera pas? Tu sais comment il n'avance pas, mon truc, là? Je dois appuyer où ça? Pourtant, j'appuie sur le moins. Ben, j'appuie sur la petite flèche, enfin, en bas, là, c'est sur celle-là. Mais elle ne répond pas. Et puis, tu vois, ça, c'est toujours resté là. Voilà. Voilà, donc, c'est le préalable. Le monde. C'est bizarre que... Normalement, c'est pas comme ça. Pourquoi il t'a mis... Il a trop chaud, peut-être. Ah, ok. Et si tu lances le panorama, Tu peux le mettre en... reprendre le diaporama. Non. Alors, j'espère que vous avez bien deviné de quoi je vais parler. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux mondes? C'est d'autres terres. D'autres terres, c'est-à-dire d'autres planètes. Planètes qui ne soient pas les planètes que nous connaissons bien, qui sont les planètes de notre système solaire, planètes qui sont maintenant visitées, planètes qui sont des objets. Voilà, alors j'avance, on avance, merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, eh bien, la notion de exoplanète, c'est ainsi que l'on parle, ce sont des planètes, des objets donc comme la Terre, Mars, Vénus, Jupiter, des objets qui gravitent autour d'étoiles. Notre système solaire, ce sont un ensemble de planètes autour du Soleil. Mais il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel, il n'y a qu'à lever le nez la nuit, et on peut se poser la question, est-ce que ces autres étoiles que nous voyons, qui sont des soleils, est-ce qu'ils ont aussi autour d'eux des planètes? Eh bien, cette photo est superbe pour bien montrer une localisation dans le ciel d'un amas d'étoiles considérable. Vous avez reconnu la Voie lactée qui a été photographiée pas un jour à Val-de-Rome, plutôt un soir, une nuit, dans lequel, en fait, tout ce fourmillement qu'on voit, ce sont des étoiles et des étoiles. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans cette espèce de bande que vous voyez, blanche et noire. Et le noir, quand c'est noir, c'est pas qu'il n'y a pas d'étoiles, mais c'est qu'il y a de la poussière obscure qui cache en quelque sorte les étoiles. Donc, chaque étoile que nous voyons dans ce ciel est le plus souvent, assez souvent, entourée de planètes que l'on appelle exoplanètes. C'est ce que les observations des dernières décennies ont montré. Et une autre photo encore magnifique du ciel, là qui montre avec un grossissement beaucoup plus important, qui montre dans ce rectangle beaucoup d'objets qui sont des... Ah oui, j'ai oublié ma petite lumière. Beaucoup d'objets que vous voyez qui sont comme des ovales, un petit peu allongés, ce sont des galaxies qui sont des petites sœurs ou des grandes sœurs de notre galaxie, la Voie lactée, qu'on a vue sur la diapo précédente. Donc, quand on sait qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies dans l'univers et que chaque galaxie contient des milliards et des milliards d'étoiles, on se dit que ça fait beaucoup d'exoplanètes potentielles. Eh bien, à l'heure actuelle, il faut savoir que la première exoplanète qui a été découverte, c'est en 1995. On y reviendra. Donc 1995, ça fait à peine 28 ans. Voilà. Ça ne paraît pas beaucoup à une échelle astronomique, mais pendant ces 28 ans, on a beaucoup travaillé et aujourd'hui, en 2023, il y a quelques mois, peut-être que ça a changé, il y a 5347 exoplanètes découvertes et confirmées. Parce qu'il y a des découvertes qui sont faites, mais il faut confirmer que c'en est bien une, on verra comment on le fait. Donc ce schéma, ce graphique qui vient de la NASA, vous montre des petits ronds, et ces petits ronds avec des couleurs différentes. Si vous regardez bien, bon, on voit du jaune, on voit du bleu et un petit peu de rouge. Ces différences de couleurs correspondent à des différentes méthodes de découverte. Donc on voit qu'il y a, alors quelles sont les grandeurs indiquées? Vous avez en abscisse, horizontalement, des nombres qui indiquent la période, c'est-à-dire le temps mis par une planète pour faire le tour de son étoile. C'est ce qu'on appelle la période orbitale. Donc vous voyez, elles vont de 0,01 jusqu'à 100 m, sachant que m, ça désigne 1 million, et ce sont
des jours. La période est mesurée en jours. La période de la Terre, tout le monde le sait, c'est 365 jours, bien sûr. Eh bien, on mesure, quand on découvre une exoplanète, il est très important de savoir quel est le temps qu'elle met pour tourner autour de son étoile, ce qu'on appelle sa période. Eh bien, vous voyez que la période, elle peut aller depuis ce que nous voyons indiqué par 0,1 jusqu'à des valeurs très grandes, 100 millions. Autrement dit, l'éventail des périodes des exoplanètes qu'on a découvertes à ce jour est très, très large, très ouvert. Ça veut dire qu'il y a des périodes, il y a des exoplanètes qui mettent très peu de temps pour tourner autour de leur étoile, parce qu'elles sont proches, évidemment, très peu de temps. Et il y en a qui sont, au contraire, très loin, et celles-là mettront beaucoup plus de temps. Alors, on a donc en abscisse la période exprimée en jours, et nous avons en ordonnée la masse de l'exoplanète, car il est très important d'avoir une idée de ce que pèse, si l'on pouvait parler de peser, de la masse de la planète. Et vous voyez là aussi que c'est une échelle logarithmique, sachant que l'unité 1, ça représente exactement la masse de la Terre. On prend la masse de la Terre comme référence. Quand on voit 1, c'est la masse de la Terre. Ce qui veut dire que si on voulait savoir où est la Terre dans ce schéma, eh bien, il faudrait à l'horizontale aller jusqu'à ce qu'on trouve 365, ce qui correspond à la période. Donc, si vous voulez, elle n'y est pas, mais elle pourrait y être, la Terre. Et donc, vous voyez, ça va très loin, puisque vous avez jusqu'à des exoplanètes qui ont 1000 fois la masse de la Terre, et même un peu plus. Autrement dit, ce qu'on constate, et les astronomes pour cela, les professionnels qui s'intéressent à ces problèmes, sont très perplexes, parce que honnêtement, ça fait des exoplanètes très différentes. Très près de leur étoile, très loin, très petites, très grosses et tous les intermédiaires. Et comme les couleurs indiquent les différentes façons de détecter, on va un petit peu parler justement comment détecte-t-on les exoplanètes. Alors, il faut bien comprendre que, vu de la Terre, là où nous sommes, quand je vois une étoile dans le ciel, je la vois comme un point brillant, pas plus. Et ce point brillant, c'est un soleil. Ça peut être plus petit que le soleil ou plus gros, mais c'est un soleil qui illumine. Et les exoplanètes qui se trouvent autour de ce point lumineux, de cette étoile, on ne peut pas les voir, parce qu'ils sont... Une exoplanète, c'est une planète, c'est-à-dire c'est un objet qui reçoit la lumière et la renvoie. Vous savez très bien que la planète Vénus, ou la planète Jupiter, qu'en ce moment on voit tellement bien, elle n'éclaire pas. La planète Jupiter est un objet qui renvoie la lumière du Soleil. Donc, sur une étoile qui est donc très loin dans le ciel, on ne peut pas imaginer de voir une exoplanète qui tourne autour. C'est pratiquement impossible, pas tout à fait quand même, on va le dire, parce que la lumière que rayonne cette planète par réflexion est trop faible, elle est noyée dans la lumière diffusée par la lumière. Autrement dit, ce n'est pas évident, on ne trouve pas une étoile comme ça, une exoplanète comme ça. Alors, c'est pour ça que je dis que la photographie directe, vous pouvez toujours photographier des étoiles, jamais vous verrez sur votre pellicule sur une exoplanète. Sauf, il y a quand même deux possibilités. Si on cache la lumière de l'étoile elle-même, si on fait un cache qui enlève la lumière, enfin tout au moins qui ne permet pas à la lumière de passer, avec un peu de chance, on pourrait peut-être voir une planète à côté. Donc, c'est ce qui se fait beaucoup pour le Soleil. Quand on veut étudier le Soleil, eh bien, on cache le Soleil, ça s'appelle un coronographe, on cache le disque solaire, on supprime la lumière du Soleil et on peut voir ce qu'il y a autour, évidemment. Bon, mais ce n'est pas toujours facile. Mais il y a encore une possibilité, c'est si l'étoile haute, j'appelle l'étoile haute, l'étoile autour de laquelle se trouvera l'exoplanète. Eh bien, si l'étoile haute est très peu lumineuse, et il y a des étoiles qui sont très peu lumineuses, on les appelle des naines rouges et à la limite même des naines brunes, c'est des étoiles petites qui envoient une lumière rouge, pas très lumineuse.
Bon, avec un peu de chance, on peut le faire. Eh bien, c'est ce qu'on a réussi sur la photo que vous voyez ici. Vous avez deux objets. Vous avez une étoile, c'est blanc, c'est l'étoile, elle s'appelle 2M1207. Elle est une naine brune, c'est-à-dire qu'elle est une petite étoile, pas très lumineuse. Et vous voyez à côté quelque chose, un petit point rouge, qui s'appelle 2M1207b. Et c'est une exoplanète. Ici, on a une image d'une exoplanète autour d'une étoile, mais qui n'est pas une étoile comme le Soleil, il faut bien dire. Alors, c'est l'occasion de remarquer que là, on a donné à la planète, on a repris le nom de l'étoile, 2M1207, et on a ajouté B. Et ainsi, on ajoute B à la première exoplanète qu'on trouve. Si on en trouve une deuxième, il y aura C. Si on en trouve une troisième, il y aura D. Bref, on a une façon de nommer les exoplanètes à partir de l'étoile autour duquel elles gravitent. Donc, imagerie quasiment impossible. Alors, quand on ne peut pas faire une chose directement, quand on ne peut pas faire l'image, il faut trouver un truc, une méthode indirecte pour détecter une exoplanète. Alors, cette méthode indirecte, il y en a deux, même trois, pardon, elles sont fondées soit sur une mesure de lumière, de modification de la lumière reçue de l'étoile, on va en reparler, c'est la méthode des transits, soit sur la mesure d'un déplacement de l'étoile. Car voilà, il y a quelque chose qui va se produire, qui est de la mécanique céleste tout à fait classique. Si une planète tourne autour d'une étoile, la planète et l'étoile forment un couple de matière avec un centre de gravité. Comme tout couple de matière, deux objets ont un centre de gravité. Lorsque la planète tourne autour de l'étoile, eh bien, le centre de gravité général va rester fixe, mais l'étoile elle-même va tourner aussi, pour compenser en quelque sorte le mouvement de l'exoplanète. Donc une étoile haute, c'est-à-dire une étoile qui abrite une exoplanète, va avoir un certain mouvement. Et si on peut détecter ce mouvement, c'est ce que vous allez voir, si on peut détecter ce mouvement, alors on a une idée. Par exemple, oui, voilà, donc ça, on y reviendra. La première méthode, c'est celle qui consiste à mesurer une modification de la lumière reçue de l'étoile. Là, c'est plus facile à comprendre. Bon, vous savez, vous avez un lampadaire installé, là, ici, et puis il y a une personne qui passe devant. Eh bien, si je regarde le lampadaire de très loin, eh bien, momentanément, quand la personne passe devant, il y aura moins de lumière du lampadaire, si le lampadaire et la personne sont à la même hauteur. Lorsque je passe, lorsqu'un objet passe devant une source de lumière, forcément, il y a un cache, la lumière est réduite. Et donc, c'est ce que représente le dessin que vous voyez ici. Vous voyez une flèche en haut, un petit pointillé, c'est le chemin suivi par une étoile. Non, pardon, le petit pointillé, c'est le chemin suivi par la planète qui est autour de l'étoile et qui va passer devant. Parce que lorsqu'une planète tourne autour d'une étoile, elle passe devant de temps en temps, régulièrement. Quand je dis devant, c'est par rapport à quoi? Par rapport à moi qui regarde, bien sûr. C'est-à-dire que l'exoplanète qui passe devant son étoile, moi je vais voir que la lumière de l'étoile, tout d'un coup, diminue. C'est ce que montre le graphique qui est en dessous. Vous voyez luminosité et courbe de lumière. Qu'est-ce que vous voyez? 1, c'est la lumière de l'étoile. Mais voilà qu'en 2, l'exoplanète commence à passer devant le disque de l'étoile. Donc, elle absorbe un peu de lumière, elle empêche un peu de lumière de passer, et donc la luminosité baisse. Elle baisse, elle va baisser pendant un certain temps, tant que l'exoplanète est devant l'étoile. Et puis lorsque l'exoplanète sort du disque de l'étoile, lorsqu'elle n'est plus devant l'étoile, la lumière remonte. Autrement dit, que vont faire les astronomes? Eh bien, ils vont photographier la lumière d'une étoile s'ils soupçonnent qu'il y a une exoplanète. Ils vont photographier la lumière jusqu'à ce qu'ils voient quelque chose qui leur paraît un peu louche, par exemple, comme ça. Vous
Voilà par exemple, deux exemples. Le premier exemple en dessus, elle s'appelle Hoggle TR 113b, exoplanète. Eh bien, vous voyez des tas de petits points à gauche, avec une moyenne à une certaine hauteur. Puis, un pic, ça descend, des petits points qui correspondent à de la lumière inférieure à moins de lumière, puis après ça remonte. Comment est-ce qu'on traduit ça? Eh bien, on traduit ça en disant, eh bien, il y a une exoplanète qui vient de passer devant cette étoile et qui a mangé de la lumière pendant un certain temps. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, c'est pas si facile que ça quand même. Le dessin, on a l'impression que c'est toujours très beau. C'est quelquefois beaucoup plus difficile à faire les mesures précisément. Le transit, alors ça s'appelle méthode du transit. Transit parce que l'exoplanète est passée devant l'étoile, elle a transité. Alors évidemment, plus l'exoplanète est grosse, plus elle est grosse, plus elle va absorber de lumière, plus elle va enlever de la lumière. Donc lorsque la cuvette est très profonde, on pense qu'on a une bonne exoplanète de belle taille. Lorsque, comme dans le deuxième cas, la cuvette est beaucoup moins profonde, ça veut dire que l'étoile, l'exoplanète n'a pas enlevé beaucoup, c'est donc qu'elle est petite. Donc on a déjà une information sur la planète, est-elle grosse, est-elle moins grosse. Donc on a ainsi trouvé. Alors il faut savoir qu'il a fallu beaucoup de temps avant d'arriver à affiner cette méthode de détection. La première exoplanète découverte, ce n'était pas par cette méthode. C'est 5 ans plus tard qu'on a pensé et qu'on a ajusté les recherches, les observations pour s'orienter de cette direction. Mais vous allez me dire, est-ce que c'est toujours possible dès qu'il y a une exoplanète? A priori. Est-ce que c'est toujours possible que ça se passe comme ça? Le seul problème, c'est qu'il faut que ça se passe dans mon œil, que moi, mon œil ou le télescope soit juste en face et que la planète qui va transiter, bien, elle transite dans le plan de mon observation. Et ça se trouve une fois sur 15 ou 20, ce n'est pas toujours le cas. Donc, autrement dit, on ne peut pas trouver toutes les exoplanètes par cette méthode. On en trouve certaines, celles qui sont dans le plan de l'observation du télescope envisagé. Donc, si vous voulez, c'est une méthode qui parfois, elle n'est pas totalement, elle est fiable, mais à elle seule, elle ne donnera pas toutes les exoplanètes. Il faut d'autres méthodes. Alors, l'autre méthode est basée, comme je vous le disais, sur le mouvement de l'étoile. Parce que l'étoile, ce que je vais vous montrer tout de suite avec le petit dessin suivant, si ça veut bien marcher, voilà. Là, vous avez une petite animation. Au centre, c'est l'étoile, le gros rond, et tout autour, c'est l'exoplanète dont vous voyez bien, on a bien fait attention de ne mettre lumineux que la partie tournée vers l'étoile, bien sûr. Et donc, vous voyez bien que l'ensemble, les deux bougent, l'exoplanète et l'étoile elle-même, et ce qu'on va essayer de déterminer, ce n'est pas de voir l'exoplanète, ce n'est pas assez lumineux, mais de voir que l'étoile bouge, que l'étoile n'est pas fixe. En fait, c'est plus difficile encore que ça, parce que les étoiles, elles ne sont pas immobiles dans le ciel. Chaque étoile les étoiles appartiennent à la galaxie est un ensemble d'étoiles qui bougent, et les étoiles ne sont pas immobiles. En principe, une étoile qui est toute seule, elle a un mouvement linéaire, en ligne droite. Elle fait un petit parcours linéaire sur un temps relativement court. Donc, on va essayer de guetter quelles sont les étoiles qui n'ont pas un parcours linéaire, mais qui ont un parcours perturbé. Voilà. Ce sera donc la méthode. Il y a deux façons de faire pour observer ce mouvement de l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a marqué? Lorsqu'une planète tourne autour de son étoile, celle-ci décrit un petit cercle, vous avez compris, mais ce mouvement de l'étoile est très petit et va être difficile à observer, mais on y arrive. Alors, il y a d'abord l'observation directe, mesurer la position de l'étoile régulièrement. Si je mesure
par ce qu'on appelle astrométrie. Métrie, mesure. La mesure de la position d'un astre. Si on la mesure souvent et régulièrement, on verra bien si elle a un parcours linéaire comme on s'attend ou si elle a un parcours un peu perturbé. Et donc, on a pour ça un instrument magique, c'est Gaïa. Gaïa est un satellite européen, ensemble des pays de l'Europe, qui a été lancé en 2014, nous sommes en 2023, il y a 9 ans, et qui est spécialisé en astrométrie, ce qui veut dire à mesurer avec précision la position des étoiles. Elle a dans son champ 2 milliards d'étoiles. Donc elle a du travail à faire pour que chaque étoile soit parfaitement identifiée et connue par ses caractéristiques. Donc elle a beaucoup de travail. Cette Gaïa passe et repasse devant les mêmes étoiles plusieurs fois et elle perd, par exemple, on a vraiment, au bout de 15 fois, il faut au moins 15 passages devant l'étoile pour confirmer la valeur de sa position. Ce n'est pas immédiat. Ce qui fait que depuis 2014, on a en fait peu de résultats précis d'exoplanètes découverts par astrométrie et par Gaïa. Par contre, il y en a énormément de potentiel, car actuellement, les données, comme je vous disais il y a un instant, Gaïa a un champ d'étoiles, un champ d'action de 2 milliards d'étoiles. Donc elle enregistre des données, elle les transmet, et actuellement, on n'a dépouillé que les 3 premières années, de 2014 à 2017. Donc actuellement, on a déjà un stock de données, mais ce stock de données n'est pas suffisant pour pouvoir confirmer un très grand nombre d'exoplanètes. Il y en a eu un certain nombre, mais elles se chiffrent par centaines, pas par milliers. Et donc, on attend beaucoup des années à venir. Quand on va dépouiller les années suivantes, là on a dépouillé 2014-2017, on va maintenant, la tranche suivante, ce sera 3 ans plus tard. On espère qu'en cumulant toutes ces données, on aura sur beaucoup d'étoiles des renseignements assez précis de positionnement pour pouvoir dire si oui ou non il y a une exoplanète. Alors, je voulais signaler à ce propos, j'ai porté la revue de la Société astronomique de France qui s'appelle l'Astronomie, car dans ce numéro-là, vous avez, qui est le numéro de, pas si vieux que ça, il est de novembre 2022, bon, on est en juillet 2023, vous avez un article très intéressant sur Gaïa à la découverte des nouvelles exoplanètes. Donc, si vous voulez, s'il y en a qui s'intéressent, je peux leur jeter un coup d'œil sur cet article qui explique ce que je vous dis en ce moment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire actuellement que Gaïa a fait une chasse remarquable. Gaïa a beaucoup de données qui doivent encore être étudiées pour pouvoir en tirer les renseignements que l'on attend concernant les exoplanètes. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Gaïa mesure la position et les déplacements de 2 milliards d'étoiles, ce que je vous disais, c'est considérable. Chaque étoile est observée 15 fois au cours d'une année, ça paraît bien, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir préciser avec rigueur et définir la position de l'étoile. À ce jour, Gaïa a identifié plus de 6000 étoiles, mais attention, c'était approximatif, c'est-à-dire que c'est potentiel. On ne peut pas dire que c'est 6000 exoplanètes, on va dire que c'est 6000 cas qu'il va falloir réétudier et peut-être reprendre aussi au sol avec d'autres méthodes pour confirmer. Il faut vraiment plusieurs méthodes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle astrométrie. Métrie, je mesure la position de l'astre. Mais il y a une autre méthode qui utilise également le fameux mouvement dont on a parlé tout à l'heure. Je vous remets pour le plaisir, vous revoyez ce mouvement. Donc, ce que Gaïa fait, c'est de déterminer la position de l'étoile avec précision. Mais il y a une autre méthode qui s'appelle méthode des vitesses radiales, qui consiste à observer l'étoile, mais d'une autre façon. Ici, ce que vous voyez dans le carré noir, on pourrait dire c'est ce que l'on voit sur le plan du ciel. Voilà. L'autre méthode, dont je vais parler maintenant, vitesse radiale, elle s'intéresse au mouvement vers moi parce que lorsque l'étoile tourne, l'observateur voit bien qu'à un moment elle avance vers lui et qu'à d'autres moments elle recule. Donc l'avance, recule. Quand on tourne, il y a des moments où je suis
j'avance vers moi, et d'autres moments, on recule. Or, cette lumière, elle envoie de la lumière. Comme chacun sait, toute lumière se traduit par une onde. Eh bien, lorsque la source de la lumière est en mouvement, il y a un petit décalage de l'onde produite, de la longueur d'onde qui est produite. C'est-à-dire qu'une étoile, lorsque l'étoile vient vers moi, il y a un décalage qui va se faire vers le bleu. Je ne me trompe pas. Et c'est vers le rouge. C'est bien vers le bleu. Merci. Il ne faut pas que je me trompe. Le décalage, c'est vers le bleu. Et lorsque l'étoile s'éloigne de moi, l'expansion de l'univers, la lumière se décale vers le rouge, dans l'autre sens. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va guetter? Eh bien, on va guetter les changements de longueur d'onde, c'est-à-dire le changement du spectre envoyé par l'étoile au cours de son mouvement de rotation. Alors, je reviens, maintenant que vous avez bien compris, je l'espère, on revient à ça. Donc, le petit dessin pour vous réexpliquer ce que je viens de dire. En haut, la source est immobile, c'est l'étoile, elle envoie une lumière vers l'observateur. Cette lumière est caractérisée par cette longueur d'onde. Si la source se rapproche, c'est-à-dire lorsque l'étoile bouge et se rapproche de moi, eh bien, la longueur d'onde diminue. Et si la longueur d'onde diminue, cela signifie que la fréquence augmente et on est donc, la longueur d'onde diminue, la fréquence augmente et on est donc vers le bleu. Non, vers le... La source s'éloigne, on est vers le rouge. Je dis une bêtise ou pas? Non, c'est bon. Voilà. Donc, continuons à voir. Et vous avez un petit dessin qui vous montre ceci. Comment est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va regarder? Vous avez l'œil de l'observateur en bas, l'étoile et l'exoplanète qui envoie sa lumière. Et vous avez le spectre qui est l'ensemble des couleurs et avec des lignes caractéristiques dont on va suivre, dont on va repérer la position. Ainsi a été découverte la première exoplanète, 51 Pégase, en 1995. Alors cette méthode, on l'appelle méthode de la vitesse radiale parce que c'est le rayon, la direction de l'observateur. On l'appelle aussi méthode vélocimétrique parce qu'on s'intéresse à la vitesse de l'étoile dans son mouvement de rotation créé par la présence de l'exoplanète. Il faut toujours comprendre qu'on s'intéresse à l'étoile, mais finalement, ce n'est pas l'étoile qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'exoplanète qui fait tourner l'étoile, qui est la raison de la rotation de l'étoile. Alors voilà un dessin donc, qui, vous voyez comment le spectre se déplace lorsque l'étoile s'éloigne de l'observateur ou lorsqu'elle s'avance. Voilà. Bon, pour vous montrer que c'est donc une méthode basée sur une étude de spectre. Voilà. À droite, on voit justement pour la première étoile exoplanète trouvée, 51 Pégase, découverte en 1995 par ces deux astronomes, Michel Mayor et Didier Queloz, à l'Observatoire de Haute-Provence, Cocorico, c'est en France qu'a été découverte la première exoplanète par un astronome suisse, n'oublions pas. Alors, l'étoile haute était de type solaire, dimension. Alors, ce que vous remarquez, les points noirs, c'est donc, disons, les points qui correspondaient à cette fameuse sinusoïde. Mais vous voyez qu'il faut interpréter, hein. Ce n'est pas si facile que ça. Il faut, à partir de points comme ça, un peu désordonnés, faire une illustration, quelque chose de coordonné. L'exoplanète qui a été trouvée dans ces conditions, alors c'était une énorme surprise. D'abord, on a dit on s'est trompé, c'est faux, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'exoplanète telle qu'on l'avait découverte et qu'on pouvait l'estimer était une énorme exoplanète, mais elle était très près de l'étoile, tout près de l'étoile. Or, une très grosse planète, tout près de l'étoile, ça nous paraît aberrant. Si on considère le système solaire, et je rappelle un petit peu ce qu'est le système solaire, bien, le système solaire, vous avez tout à fait à gauche quelque chose qui représente le Soleil. La première planète la plus proche, c'est Mercure. Elle est à 80 rayons soleil, donc, du Soleil, donc elle est déjà plus loin. Le dessin n'est pas à l'échelle. Après, il y a Vénus,
Terre, Mars, qui sont les 4 planètes telluriques, voilà, et Jupiter, la grosse planète, elle est beaucoup plus loin. Alors, les chiffres sont donnés. Jupiter, elle est à 5,2 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Elle est donc très très loin. Elle n'est pas du tout près du Soleil. Autrement dit, cette première exoplanète ne répondait pas du tout aux critères que l'on attendait. On attendait près d'une étoile, une planète toute petite. Et on avait une planète énorme. Alors, pourquoi l'a-t-on appelée Jupiter chaud? Parce qu'elle est très près de l'étoile, donc forcément, elle reçoit une grande quantité de chaleur de cette étoile. Alors, ce petit tableau, c'est pour vous rappeler un peu les choses. Donc, vous voyez, la Terre 1,1,1, la Terre, c'est à 1 unité astronomique du Soleil, sa période est d'1 an, et la masse est enfin, on la pose 1 unité de masse de Terre. Les autres sont plus petites, Mercure, Vénus, Jupiter, Uranus, Neptune. Uranus ne va pas se fâcher quand on parle d'elle, elle est dans le coin, ça va. Donc ce sont des planètes très grosses et des planètes très loin. Donc, si vous voulez, cette première découverte Pégase a à la fois comblé de satisfaction d'avoir réussi quelque chose, mais aussi d'étonnement et surtout de quoi il s'agit. Il va falloir essayer de comprendre. Alors, un petit mot on va voir comment on a progressé. Bien sûr, on a progressé en découvrant beaucoup d'autres étoiles, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on en est à 5300 exoplanètes, donc on en connaît beaucoup, et vous allez voir, on va revoir encore le tableau, comme elles sont différentes les unes des autres. Alors, quelles sont les étoiles que l'on ciblées pour la recherche? Parce qu'il y a des milliards d'étoiles dans le ciel. Si je veux essayer de découvrir une exoplanète, qu'est-ce que je vais prendre comme cible? Bon, alors, on va répondre à la question. Et pourquoi? Disons que actuellement, l'idée, c'est plutôt de chercher des étoiles de type solaire. Parce que si on veut se rapprocher un peu en théorie de ce que nous savons de notre système solaire, il faut voir autour d'étoiles équivalentes, qu'est-ce qu'on trouve. Donc, on cherche plutôt des étoiles de type solaire, quoique tout à l'heure, vous avez vu, on s'intéresse aux naines brunes, parce qu'avec les naines brunes ou les naines rouges, on peut faire quand même un peu d'imagerie. Alors, ou plus petites, c'est ce que je dis, des naines rouges ou des naines brunes. Alors, on les cherche assez proches aussi, parce que si on les prend trop loin, là, on n'aura plus, l'orbite ne sera absolument pas détectable. Donc, moins de 300 années-lumière, ce qui est déjà assez loin. Et parfois, il y a des groupes d'étoiles. Donc, pourquoi? Bien parce qu'on cherche ce qui est le plus facile à observer, et là où les périodes seront les plus courtes. Parce que si vous avez une étoile, une exoplanète, comme Jupiter ou comme, prenons Uranus, sa période, c'est 12 ans plus. Je ne me rappelle plus, on l'a vu tout à l'heure. Uranus, sa période, c'est 84 ans. Bon. Alors évidemment, si on prétend découvrir une planète, l'exoplanète dont la période est de plusieurs dizaines d'années, bon, ça ne va pas, on n'entendra pas. Donc il faut chercher des exoplanètes, si possible, avec des périodes plus courtes. Alors, quels sont les instruments pour détecter les exoplanètes? Puisqu'on a plusieurs méthodes qu'on a maintenant expliquées. La vélocimétrie, que je vous rappelle encore, on appelle vitesse radiale, première observation par vélocimétrie. Eh bien, vous avez bien sûr, vous avez des observatoires au sol, pratiquement pas ailleurs. Donc, au sol, à l'OHP, en France, là où a été découvert le premier, Keck aux USA, Lick et beaucoup d'autres. Bon, mais ce sont des observatoires au sol parce qu'on a besoin de faire des mesures répétitives et disons que c'est pratiquement uniquement des observateurs qui le font. Alors par transit, la méthode qu'on a vue tout à l'heure, alors là ça marche très très bien avec des appareils qui font de la bonne photométrie, aussi bien spatiaux qu'au sol. Alors j'ai cité quelques-uns, bon, il y a la NASA, CORO était un satellite européen lancé par l'ESA, mais il a fini son temps, il en a découvert un certain nombre. Kepler, alors oui, Spitzer, le premier, j'aurais dû le dire, observation en infrarouge, on fait des observations uniquement en lumière infrarouge, ça permet d'augmenter un petit peu le champ de découverte. Kepler, TESS, NASA, Khéops, bon. Et puis je voulais signaler que aussi les amateurs, c'est ce que je vais trouver ici,
que les amateurs peuvent très bien découvrir des exoplanètes. En général, ils ne les découvrent pas, mais ils peuvent retrouver des exoplanètes par transit. Et observations et travaux de la revue encore de la Société astronomique de France, vous avez tout un article dans ce numéro 92, exoplanètes, comment les détecter par photométrie. Et donc là, vous avez des méthodes très détaillées. Et actuellement, il y a des astronomateurs qui consacrent leurs observations. Ils sont bien sûr, ils sont couplés avec des astronomes professionnels qui les guident, qui les aident, mais la découverte et l'observation d'exoplanètes par la méthode des transits n'est pas exclue chez les astronomes amateurs. Voilà. Pour la méthode astrométrique, on a vu, c'est Gaïa, parce qu'il faut, pour la méthode astrométrique, avoir des terminations de précision de telle sorte que là, il n'y a pas d'autre. Gaïa est vraiment l'instrument idéal. Et puis par imagerie, eh ben, il y a certains observatoires qui l'ont fait, VLT au Chili, Sphère en Europe, Subaru, Gemini. Voilà. Donc, pour que vous vous rendiez compte que la recherche d'exoplanètes est devenue maintenant un sujet non seulement international, beaucoup de méthodes, beaucoup d'observatoires, beaucoup de résultats. On pourrait dire que les exoplanètes, c'est vraiment en ce moment, enfin à cette période, est vraiment un des sujets qui passionne et qui fait avancer l'astronomie et l'astrophysique. Et d'ailleurs, par exemple, Corot, le satellite lancé par l'ESA, au départ, il avait été conçu beaucoup d'années auparavant pour s'occuper des problèmes de magnétisme stellaire. Et puis, il n'obtenait pas beaucoup d'argent parce qu'on pinaillait, oh non, votre affaire, ce n'est pas tellement intéressant. Alors, ils ont modifié leur planning, leur proposition, leur projet, et ont mis dedans des exoplanètes. Mais on va aussi chercher des exoplanètes. Ah, alors là, c'est très bien, ils ont reçu de l'argent, ils en ont pu lancer le satellite qui a donc fait une double mission en quelque sorte. Je ne dis pas une bêtise, Nicolas? Je crois que c'est juste. Plus précis, la sismologie stellaire. La question? C'était un projet français du CNES, et quand ils ont rajouté les exoplanètes, les a voulu rajouter de l'argent. Ben voilà, toute la question est là. Parce qu'un projet, un satellite, pour le lancer, il faut beaucoup d'argent. Donc, il faut que le projet passionne, et les exoplanètes, à l'heure actuelle, c'est un projet qui passionne, qui reçoit de l'argent. Alors, je ne vais pas trop vous embêter. Qu'est-ce qu'on constate avec toutes ces exoplanètes découvertes? Eh bien, une très très grande diversité des exoplanètes observées, autant par la dimension, des grosses et des petites, la distance à l'étoile hôte, c'est-à-dire l'orbite de sa révolution autour de l'étoile, la température de surface, il y a celles qui sont très près de l'étoile, très chaudes, celles qui sont très loin, très froides. Le plan orbital, le plan à la différence du système solaire, où toutes les planètes sont pratiquement dans le même plan, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Bon, avec les exoplanètes, ce n'est pas vrai. On a constaté qu'autour d'une étoile, il peut y avoir des exoplanètes dans des plans qui n'ont rien à voir qui n'ont rien de comparable au plan de l'écliptique. Autrement dit, ça aussi, c'est différent. La présence d'atmosphère, parce qu'on est capable maintenant, en particulier par la méthode des transits, lorsque une étoile lorsqu'une exoplanète passe devant une étoile, eh bien, les premiers instants, c'est l'atmosphère de cette exoplanète qui vont perturber la lumière de l'étoile. Puis après, c'est l'exoplanète elle-même. Donc, en étudiant bien au début et à la fin du transit, on peut arriver à avoir des connaissances sur l'atmosphère. Et aussi, dernière chose, dans certains cas, on a découvert plusieurs exoplanètes autour de leur planète. Alors, ce schéma que vous voyez rappelle celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec les couleurs. Là, il est un petit peu plus précis, et celui-là, il a été édité dans une revue française. Vous avez en abscisse, à l'horizontale, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe de l'orbite. En quelque sorte, une orbite, hein, c'est un ovale, ou un cercle, en fait, avec un demi-grand axe, c'est la distance du centre de l'ovale
au point le plus éloigné. Et ça, en quelque sorte, ça représente la dimension de l'orbite. C'est la dimension de l'orbite. En vertical, c'est la masse. Et cette fois-ci, comparée non pas à la masse de la Terre, mais comparée à la masse de Jupiter, qui est un peu un exemple. Alors, vous voyez des groupes qui s'appellent 1. Alors, oui, le 1. Voilà. Le 1, vous le voyez, il est en haut à gauche. Le 2 en dessous. Le 3, c'est le grand ovale là. Vous avez un 4, je ne sais pas où il est passé. Et puis, il y a 5. 5. Non, 1, 2, 3. C'est S, c'est autre chose. Ouais, erreur. Il y a 3 groupes. 1, 2, 3. Et ce qui est marqué S, c'est Saturne. On a représenté le système solaire. Alors, vous voyez ME, Mercure, Mars, Vénus, la Terre. Puis, vous voyez plus loin J, il est sur le cercle. Puis, vous voyez U, Uranus, Neptune et Saturne. Autrement dit, c'était intéressant ici de montrer comment se situent les planètes du système solaire par rapport aux exoplanètes qu'on a trouvées. Alors, ce que l'on voit très nettement, c'est que ce sont les cercles 1 et 2 dans lesquels il y a beaucoup plus de résultats. Hein. Les points sont très serrés. 1, c'est la méthode par vélocimétrie, la méthode vitesse radiale. 2, méthode par transit. Quant à 3, l'image directe, l'imagerie, il y en a quand même, vous voyez, mais c'est l'imagerie, et comme c'est de l'imagerie, je vous ai montré tout à l'heure que pour pouvoir qu'une image donne l'étoile et l'exoplanète, il faut que l'orbite soit très très grande, et pour ça, il faut que la planète soit aussi très très grosse. Donc les planètes qui sont dans l'ovale 3, ces exoplanètes, elles sont à la fois très loin de leur étoile, et elles sont très grosses. Voilà. Ce sont des Jupiters froids et encore beaucoup plus. Tandis que 1 et 2, eh bien, c'est des exoplanètes qui sont plutôt, vous voyez, par rapport aux planètes du système solaire, elles sont plutôt plus petites et plutôt des orbites plus faibles. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de ce schéma? Tout à l'heure, on donnait un chiffre qui n'est pas donné ici, c'est de l'ordre de 5300 et quelques maintenant, d'exoplanètes découvertes. Donc vous voyez que c'est un champ de découverte excessivement vaste. Ce dessin uniquement fait pour vous montrer qu'il y a de tout. En fait, il n'y a pas un type d'exoplanète, il y a de tout. Il y a des très grosses gazeuses qui ressembleront peut-être à Jupiter ou à Neptune. Il y en a des toutes petites telluriques. Il y a de tout. Les exoplanètes, le champ est excessivement varié. Alors, peut-être c'est amusant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il y a des chiffres quand même. 1700 Jupiter chauds, 1860 Jupiter froids, ça veut dire plusieurs masses de Jupiter, donc très gros, mais loin de leur étoile. 1650 super Terre. Qu'est-ce qu'on appelle du super Terre? C'est un objet qui est plus gros que la Terre, qui nous semble être rocheux, c'est-à-dire pas du gaz, mais de la roche, comme la Terre, et avec une densité qui rappellerait celle de la Terre, mais malgré tout beaucoup plus grosse. Par contre, on en a 200 qui se rapprochent de la Terre, qui pourraient ressembler à la Terre, rocheuses et masses de la Terre. Donc vous voyez, qu'est-ce qui intéresse beaucoup certainement les chercheurs? Une fois qu'on a cette classification, finalement, à votre avis, quelle est la catégorie qui intéresse le plus? C'est évidemment celle qui rappelle la Terre. Alors, là en particulier, il y a eu un système qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, qui est assez proche, parce qu'il n'est qu'à 40,5 années-lumière de la Terre, ce qui est relativement proche. C'est une petite étoile au centre, une étoile naine, rouge, elle est assez froide, et on a pu découvrir autour d'elle un système, le système TRAPPIST 1, qui est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Alors, le schéma ne respecte pas les distances, hein, ça c'est pour bien les représenter groupés. Donc vous voyez, là, on se retrouve à en dire, ça ressemble au système solaire. Pas trop en fait, pas trop, parce que si on regarde les caractéristiques qui ont pu être déterminées les unes les autres,
elles sont pas très différentes les unes, elles sont assez différentes les unes des autres, mais il n'y en a pas une qui soit la plus proche de la Terre. La plus proche de la Terre, je crois que c'est laquelle je crois que je l'ai marqué, mais je ne sais plus. Je crois que c'est la 3. Je crois que c'est Trappiste, la troisième, qui serait la plus proche de la Terre. Donc vous voyez, tout ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces exoplanètes autour de cette étoile Trappiste, elles sont très proches entre elles, elles sont relativement proches de l'étoile, les rayons compris, la masse comprise vraiment autour de la Terre, rocheuse, car densité comprise, et on pense même que les planètes D, F, G et H contiendraient de l'eau. Voilà, on n'en sait pas plus, mais c'est déjà des renseignements intéressants. Et évidemment, la question qui se pose et que vous posez peut-être, alors sur ces planètes, exoplanètes, trappistes et autres, est-ce que la vie existe-t-elle? Alors là, question, et là, j'arrête mon discours. Voilà, et j'espère que... J'espère que ça... Est-ce que ça vous a appris des choses? Vous avez bien compris à peu près tout? Puisque vous m'avez dit que vous veniez et que vous... Voilà. Je ne sais pas si on a tout compris, mais ça nous a... Maintenant, ça vous dit quelque chose. Exoplanète, ça vous dit quelque chose. Voilà. Parce que je pense que parmi les autres auditeurs, j'espère qu'ils n'ont pas compté trop de bêtises que j'ai dites, des petites erreurs, mais enfin, ça arrive à tout le monde. Non, juste une précision. Oui. Sur mon téléphone, je trouvais ça rigolo. On parlait de Giordano Bruno qui est parti en fumée. Oui. L'Église a reconnu son erreur en 1994. C'est vrai. De même qu'elle a reconnu qu'avec Galilée, elle n'avait pas été non plus très, très sympathique. Mais je suis d'accord, et vous le dites, c'est bien. Voilà, c'est un retour en arrière sur un événement qui s'était déroulé 4 siècles auparavant, quand même. Voilà, si vous avez des questions, mais je ne suis pas spécialiste, ni en recherche, ni en pratique, mais disons, c'est un sujet intéressant, et c'est un sujet à l'ordre du jour, il faut bien dire. Énormément d'observateurs, d'observatoires travaillent sur cette question-là. Donc à ce jour, il n'y a aucun prémisse de découverte de vie sur une exoplanète. Alors, quelles sont, si vous voulez, les choses que l'on cherche? Bon, on cherche des choses qui ressemblent à ce qui se passe sur la Terre. Parce qu'on se dit, s'il y avait de la vie et si elle s'est développée un peu comme sur la Terre, on doit trouver des choses communes à la Terre. Et ce qui est commun, ce qui est propre à la Terre, c'est qu'au départ, la Terre avait une atmosphère qui ne possédait pas d'oxygène, qui possédait de l'azote. Et avec la vie, s'est développée la présence d'oxygène. Donc, on peut dire que c'est un indice. Si une atmosphère d'une exoplanète contient de l'oxygène, peut-être elle aurait peut-être été... Bon, il y a aussi l'eau. La présence d'eau est un indice. On sait que la vie sur la Terre s'est développée à partir de l'eau. Donc, si on est certain, par des études spectrométriques de la lumière, si on est certain qu'il y a de l'eau sur une planète, qu'il y a de l'oxygène dans son atmosphère, voilà déjà 2 indices. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune certitude, mais il y a encore du temps devant nous pour arriver à aller plus loin. Sachant qu'on check que dans notre galaxie. Comment? Je dis on check les exoplanètes que dans notre galaxie. Il y a un milliard de galaxies. Oui, mais alors là, vous voyez, la Trappiste est à 40,5 années-lumière, c'est à côté, hein, c'est notre voisin. Aller chercher ces Andromèdes et les galaxies voisines, c'est encore beaucoup plus compliqué. Il faut commencer par chercher près de chez nous. On regarde que sur une galaxie. Bien sûr. Mais si vous voulez, quand on fait des statistiques, si on fait des statistiques, au point de vue statistique, on se dit, il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Donc il y a des milliards d'exoplanètes. Pourquoi il n'y en aurait pas une sur laquelle les conditions qui ont permis que la vie se développe sur la Terre, pourquoi ce ne serait pas? Donc beaucoup de gens disent, moi je suis sûr qu'il y a la vie ailleurs. Mais ce n'est pas sûr, on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer. Parce qu'il faudrait on ne peut pas affirmer une chose qu'on n'a pas démontrée, dont on n'a pas la certitude. Voilà. Donc ça reste une question, un grand point d'interrogation. Les Américains, ils ont quand même des extraterrestres qu'ils ont dans un camp. Oui,
Oui, ah ben, les extraterrestres, Bon, après, il y a quelques jours, hein. on en a eu, oui, oui, on en connaît. Il y en a qui sont venus nous voir, bien sûr. Ça, c'est bien sûr. Il y a l'extraterrestre qui arrive. Des petits hommes verts d'abord, des extraterrestres, les aliens, enfin tout ça, ça fait partie du monde de la fiction, mais aussi de l'imagination, bien sûr. Ben voilà. En tout cas, avec cette conférence, on termine Astrociel. On a passé 15 jours ici. Il y a eu beaucoup d'observations, il y a eu beaucoup de soleil, puis il y a eu beaucoup de très bonnes conférences, ceux qui sont venus hier ou les jours précédents. Voilà, ça fait partie des rencontres organisées par la Société astronomique de France, dans lesquelles, si vous voulez, il y a deux objectifs. Il y a l'objectif d'observation, découverte du ciel, et l'objectif, un peu de pédagogie, donner aux personnes qui peuvent monter, qui peuvent venir ici, l'occasion de découvrir un petit peu l'astronomie. Voilà. Bon, eh bien, merci pour votre attention. Voilà. Avec deux revues que je peux présenter. Pardon ? Les étoiles sont toujours là. Le problème, c'est que la restauration sera fermée. Alors, bon, moi je veux bien, mais enfin, je suis pas. Mais il y en a qui peuvent venir, hein. C'est pas interdit, hein. Mais d'ailleurs, il y a des gens, je connais des gens qui sont venus hors saison faire de l'observation. Pourquoi pas ? Voilà, mais écoutez, vous resterez tout à l'heure et vous aurez la possibilité de voir non pas des exoplanètes, ça c'est sûr, mais des vraies planètes. Les planètes. Tous les soirs au-dessus de la Grande Ourse, Oui. donc c'est vers Ah ben, 10h30, donc oui. à l'est, C'est la première qui apparaît. et elle bouge. Bien sûr. Mais vous savez pourquoi elle bouge ?